Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. C'est un plaisir de recevoir François Gémen ce matin. Bonjour François. Bonjour. Vous allez bien? Partagé, Jean-Jacques. Bon, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Vous êtes aussi à l'Université libre de Bruxelles. Vous publiez L'écologie n'est pas un consensus chez Fayard. Nous allons parler d'écologie et de migration puisque vous êtes un spécialiste des questions environnementales et des questions migratoires. François Gémen. Alors, première chose, votre livre est clair, l'écologie politique ne s'impose pas. Pourquoi est-ce que l'écologie politique ne s'impose pas, François Gémen? C'est vrai qu'on peut se demander au fond les circonstances devraient y conduire. On parle des rapports du GIEC. Les gens qui nous écoutent voient bien autour d'eux que le climat est en train de changer. Il faudrait être aveugle ou vivre dans une grotte pour ne pas le voir. Et pourtant, l'écologie politique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fait que les gens ne sont pas emballés. Ça fait des résultats électoraux quand même relativement moyens. Moi, j'aurais dit minable. Vous êtes trop gentil en disant moyen. Oui, c'est assez minable. Non, mais c'est vrai. Et je crois que ça tient largement au fait que, d'abord, les gens sont sensibles à la question du changement climatique. Aujourd'hui, 85% des Françaises et des Français se disent préoccupés, tracassés par le changement climatique. Mais je crois qu'ils le voient encore comme une cause, comme la faim dans le monde ou comme les droits humains, des choses auxquelles ils sont sensibles, mais qu'ils ont l'impression que leurs intérêts directs ne sont pas mobilisés. Qui ne sont pas concernés directement. Qui ne sont pas concernés directement. Et puis, lorsqu'on leur en parle, on le présente toujours comme une suite d'efforts à fournir, de sacrifices à consentir, comme une sorte de contrainte qui nous tomberait dessus. Et forcément, personne n'a envie de se plier à la contrainte. On ne parvient pas à en faire un vrai projet politique qui mobiliserait les gens. Oui. Mais pourquoi ? Parce que c'est le constat. Mais pourquoi, à mon selon avis, vous? Parce qu'on a une vision assez nette du monde vers lequel on ne voudrait pas aller. C'est celui qui est décrit dans les rapports du GIEC, c'est-à-dire un monde ravagé par les impacts du changement climatique, où la biodiversité aurait disparu. Donc on voit bien ce à quoi on voudrait bien échapper. Mais on n'a pas de vision claire du monde à mettre en face, c'est-à-dire vers quel monde est-ce qu'on voudrait aller. Et quand on cherche à développer un récit, un imaginaire de cela, on est coincé entre deux imaginaires. D'un côté, un imaginaire un peu techno-futuriste à la Elon Musk, où on serait tous dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. Ça en fera rêver certains, mais ça parlera pas à la majorité de la population. Ou alors un imaginaire un peu écolo-naïf, où on ferait tous du vélo, où on serait tous rationnés sur certains éléments de conscience. Et où là, on n'a pas envie non plus. Est-ce que l'activisme de certains écologistes militants dessert la cause environnementale? Je pense que ça risque effectivement de couper de la cause environnementale une partie du public qui est pourtant sensible à ces questions, mais qui ne va pas du tout se reconnaître dans du militantisme un peu radical et spectaculaire. Et on risque effectivement de s'aliéner une partie de la population qui ne va pas vouloir être associée effectivement à ce type de militants. Et je crois surtout en fait que ce type d'action choc, même si je peux comprendre la colère, le ressentiment des militants, je pense en fait que c'est des trucs du passé. C'était quand il y a 10 ans, quand il fallait encore sensibiliser les gens à la question du changement climatique. Aujourd'hui, les gens, ils sont sensibilisés. C'était les faucheurs à l'époque, anti-EGM. Où il fallait effectivement attirer l'attention sur les EGM. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont sensibilisés. José Bové avec le McDo. Par exemple, où il y en a eu plein d'autres. Et ça a été très utile à une époque. Mais je crois qu'aujourd'hui, les gens voient bien que la maison est en feu. Et j'ai envie de dire, ça sert plus à rien de se mettre au milieu de la rue et de crier au feu. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur montre comment on éteint l'incendie, comment on va faire pour aider les pompiers. Et je crois que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Oui, mais comment on va faire pour éteindre l'incendie et pour aider les pompiers, mais sans obliger, punir le citoyen lambda, qui lui, citoyen lambda, a du quotidien à vivre, quotidien à vivre. Et c'est pour ça que je crois qu'on a tort de présenter la chose comme une suite d'efforts à fournir, parce que les gens ont l'impression que c'est toujours les mêmes qui payent et qu'on demande toujours même de faire des efforts, et que par ailleurs, il y a aussi plein de gens qui sont complètement hors sol et qui participent pas du tout à l'effort collectif, que ce soit des jets privés ou toute une série d'autres comportements qui aujourd'hui paraissent complètement aberrants par rapport à l'effort collectif à réaliser. Donc une vraie question d'équité et une question de projet et de récit. Mais ça, dans les mouvements politiques écologiques, c'est vrai que ce discours que vous tenez, on l'entend peu.
Malheureusement, on l'entend peu. Et je pense que c'est une raison de leur échec et de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est de la politique avant tout, c'est de la politique politicienne avant tout, ou parce que beaucoup sont convaincus de ce que vous dites. Je pense que évidemment. La plupart des gens, je pense, qui nous écoutent sont convaincus de ça et qu'aujourd'hui sont en attente. Qu'on dise qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement, comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on met la société en mouvement. Et le problème, à mon avis, c'est que beaucoup des solutions aujourd'hui pensées pour lutter contre le changement climatique sont pensées par une population très aisée et ce sont des solutions pensées par des aisés pour des élites. Par des élites, pour des élites et qui en fait sont un peu détachées des réalités quotidiennes des gens et des besoins quotidiens que les gens doivent assumer. Oui, d'où les problèmes d'incompréhension entre une forme comment on dit, d'urbain qui vont à la campagne et qui ne comprennent et que les ruraux ne comprennent pas. Je vous donne l'exemple des pistes cyclables aujourd'hui à Paris. Alors voilà, on pensera ce qu'on veut des pistes cyclables, c'est pas le débat. Mais ce sont des pistes cyclables qui sont faites dans l'hypercentre urbain et qui sont destinées aux gens qui habitent déjà Paris et qui donc a priori n'ont pas besoin de leur voiture. Mais par contre, quand vous habitez la Courneuve, Aubervilliers ou Nanterre, que vous n'avez pas de solution de transport en commun, que vous devez prendre votre voiture, ben vous allez vous dire, ben moi je suis coincé parce que non seulement je dois prendre ma voiture, je fais face à de plus en plus de restrictions, d'interdictions, à une fiscalité de plus en plus lourde, et on fait comme si c'était moi le responsable de la pollution et du changement climatique. L'enjeu aujourd'hui, c'est pas juste de faire des pistes cyclables à l'intérieur de Paris pour des gens comme vous et moi qui allons de temps en temps faire du vélo plutôt que de prendre le métro ou de marcher, mais l'enjeu, c'est de faire des pistes cyclables pour que les gens qui sont contraints aujourd'hui d'utiliser leur voiture puissent aussi faire du vélo. Ben évidemment. Évidemment, mais cette réflexion-là, c'est vrai qu'elle avance peu. Et elle avance très peu. Parce que c'est votre livre, c'est la réflexion qui est au cœur de votre livre. Il y a un autre débat, d'ailleurs j'ouvrirai le débat lundi, mais je souhaitais vous interroger dessus. C'est celui qui concerne l'agriculture. L'agriculture, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, soit on produit moins et on importe plus, soit on produit plus et on importe moins. C'est un peu l'équation malheureuse, mais elle est là. C'est une réalité. Bien sûr. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on raisonne uniquement en termes de quantité. Alors que la grosse question pour les agriculteurs, c'est comment est-ce qu'on leur garantit un revenu décent, comment est-ce qu'on leur garantit de pouvoir vivre de leur métier, voilà, c'est ça. Qui va être très touché par les impacts du changement climatique. Et aujourd'hui, on les encourage encore dans certaines cultures qui vont souffrir très fort de la question du changement climatique. Oui, mais on les encourage parce qu'il faut produire. Parce que si on ne produit pas, François Gemène, on va importer les mêmes légumes d'un autre pays qui n'a pas les normes environnementales imposées en France. C'est possible, mais on les encourage aussi parce qu'on n'a pas de vision prospective sur comment l'agriculture va se transformer et va être transformée par les impacts du changement climatique. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Alors, les conséquences de tout ça. Alors, les questions migratoires, parce que vous avez regardé le projet de loi présenté en Conseil des ministres par le ministre Darmanin. Vous êtes vraiment un spécialiste des questions de migration. Qu'en pensez-vous? Franchement, je dirais qu'il y a... D'abord, c'est, je crois, le 28e ou le 29e projet. C'est-à-dire que cette question de l'asile et l'immigration, on est toujours... Chaque ministre se sent obligé de porter une réforme qu'il annonce comme une réforme décisive qui va tout transformer. Et en fait, on touche à quelques leviers de façon marginale. Et on voit bien que c'est un problème qu'on ne parvient pas à penser vraiment politiquement. Alors, dans cette réforme, si on regarde ce qu'il y a, il y a quelques trucs qui sont plutôt positifs. La reconnaissance, par exemple, que l'économie a besoin de main-d'œuvre immigrée. Et il y a des solutions parfois très pragmatiques qui sont mises en œuvre. Et puis, malheureusement, il y a d'autres solutions qui vont aboutir à une restriction des droits, simplement, notamment des droits de recours, etc. Et donc, on est beaucoup dans une logique, je trouve, carcérale qui n'est pas suffisamment pragmatique et qui est détachée de la réalité. Est-ce qu'on va faire face à des vagues migratoires importantes? J'ai lu des journaux qui titraient, attention, vagues migratoires au printemps, importantes et tout dans les pays d'Europe. C'est vrai ou pas? Alors, est-ce qu'il y a cette inquiétude? Est-ce qu'elle est juste, cette inquiétude, ou pas? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que effectivement les chiffres de l'immigration ont augmenté l'année dernière? C'est vrai, c'est qu'il y a eu plus de permis de travail délivrés aux étrangers, c'est-à-dire que l'immigration économique est en hausse. Ça veut dire qu'on en a besoin. Et donc ça veut dire qu'on en a besoin. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie. Et l'immigration des étudiants est en hausse. Ça veut dire que nos universités sont plus attractives que par le passé. Et donc, il ne faut pas regarder juste le chiffre. Il faut se demander aussi pourquoi est-ce que les gens viennent. Si les gens viennent pour travailler ou pour étudier, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour le pays. Ça veut dire que le pays est plus attractif qu'il ne l'était avant. Et donc, je crois qu'il faut complètement dépasser les chiffres et se dire, sur la question de la gestion des flux migratoires, comment est-ce qu'on fait pour avoir de vrais partenariats avec les pays qui envoient
des migrants, les pays par lesquels les migrants transitent. Aujourd'hui, on les considère comme des sortes de sous-traitants qui forcément renaclent à reprendre chez eux les déboutés du droit d'asile, qui ne parviennent pas à lutter vraiment contre les passeurs et les trafiquants, et c'est un vrai sujet, alors que si on avait vraiment une gestion intégrée à la fois européenne, mais avec les pays de départ et de transit de ces migrations, on pourrait avoir une gestion des migrations beaucoup plus apaisée. Vous savez bien qu'il est très très difficile aujourd'hui de discuter avec certains pays, et je pense notamment aux pays d'Afrique, de l'Afrique subsaharienne, où aujourd'hui la France est éjectée de ce monde-là. Éjectée de ce monde-là. Alors on fait comment ? Absolument. Et il faut reconnaître que c'est très compliqué. Hein. Je ne suis pas en train de dire c'est facile et ça va se faire en un claquement de doigts. Évidemment, plus ces pays sont en difficulté, plus ça encourage certains de ces pays à fuir le pays et à chercher autre chose, un faux Eldorado dans nos pays occidentaux. Et plus nous allons piller les ressources de ces pays, comme on le fait aussi aujourd'hui pour le moment pour la transition énergétique, plus les gouvernements de ces pays vont dire, écoutez, vous voulez de coopération sur la question de l'immigration, allez vous faire voir. Oui, parce qu'on les pille pour des raisons environnementale. Mais souvent. Bien entendu, c'est ça qui est terrible. Pour notre transition énergétique, nous utilisons des matériaux dont ils vont eux-mêmes avoir besoin pour leur propre transition énergétique. Et c'est-à-dire qu'on leur reprochera demain d'utiliser des énergies fossiles et de réduire à néant nos efforts parce qu'ils n'auront plus les matériaux qui leur permettraient à leur tour de faire cette transition énergétique. C'est là où le bel best. Notre relation avec les pays du Sud est fondamentalement viciée. Et moi, je comprends que ces pays du Sud disent maintenant, ça suffit l'Europe. Vous allez cesser de nous dire exactement comment on doit faire, comment on doit se développer ou comment on doit gérer nos populations. Il faut arriver à de vrais partenariats et c'est pour ça, j'en reviens à la question climatique, que l'accord de la COP27 à Sharm el-Sheikh, le grand sommet de l'ONU sur le climat, est très important parce que pour la première fois, on dit aux pays du Sud, on reconnaît notre responsabilité dans les impacts du changement climatique qui arrive chez vous et on s'engage à vous indemniser. C'est très important politiquement. Et il y a eu quelques idiots qui ont dit en France, cette COP est un échec, ça marche pas, etc. Il faut reconnaître que c'est un grand succès pour les pays du Sud et ça, c'est très important. Et si on veut, dans un monde où on va être de plus en plus connectés les uns aux autres, notre futur climatique se décide pas juste à Paris ou à Bruxelles, mais se décide aussi à Washington, Pékin, Delhi, Jakarta ou au Caire, on va être de plus en plus connectés les uns aux autres. Et donc, il faut trouver des manières de travailler avec les autres comme des vrais partenaires et pas comme de vulgaires sous-traitants. Oui, et la relation climat-migration va être une relation... Va être de plus en plus importante. De plus en plus importante, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des pains sur la planche. Soyons clairs, une bonne partie des migrants dits économiques qui arrivent en France, qui viennent du Sénégal, de Guinée ou de Côte d'Ivoire, mais c'est des jeunes gens qui travaillaient dans l'agriculture. Et sauf que leurs familles ne parviennent plus à tirer de revenus suffisants de l'agriculture, donc les envoient à la ville. Là-bas, il y a des gangs de passeurs et de trafiquants qui vont les emmener vers l'Europe. On les appelle migrants économiques. On pourrait aussi les appeler migrants climatiques. Parce que quand vos revenus dépendent de l'agriculture, l'environnement et l'économie, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Je voulais avoir votre sentiment, ça n'a rien à voir, mais sur ce débat qui s'est installé en France autour des milliardaires et des très grandes entreprises, des profits réalisés. C'est la semaine des profits annoncés par les très très grandes entreprises du CAC 40. Vous en pensez quoi de ce débat ? Ces milliardaires qui sont... Beaucoup les critiquent, d'autres disent il faut être fier d'avoir ces milliardaires dans notre pays. Je pense que le débat est très mal posé. Je pense qu'en fait, le problème... c'est pas des milliardaires. Le problème, c'est pas que des gens soient potentiellement très très riches. Le problème, c'est que des gens à côté de ça soient très très pauvres. Et le problème, c'est que les gens qui sont très pauvres, ils ont envie de devenir milliardaires à leur tour. Et ils ont envie, logiquement, d'être très riches à leur tour. Le problème, c'est un problème de justice fiscale. Et c'est un problème d'équité. C'est-à-dire que si les milliardaires payent leur juste part à l'effort collectif et à l'impôt. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Si chacun contribue dans la mesure de ses moyens au projet collectif, le problème des milliardaires aujourd'hui, c'est que la plupart ne doivent pas leur fortune à leur travail, mais globalement à leur héritage familial. Donc, c'est pas du tout quelque chose pour lequel ils ont travaillé. Et que d'autre part, la plupart essayent de s'extraire à l'impôt, vont s'expatrier fiscalement, etc. Ils vont trouver 1000 et une combines pour ne pas participer à l'effort collectif. Et donc moi, la question des milliardaires, en fait, c'est pas une question de l'existence même des milliardaires, c'est une question de justice fiscale. Et à mon avis, il faut poser la question par le biais de la justice fiscale. Par le biais de la justice fiscale, oui, c'est la solution. Si des gens sont milliardaires en payant leur juste part à l'effort collectif, tant mieux pour eux. Oui. Qu'est-ce que j'en reviens à l'écologie, à ces problèmes. Pourquoi est-ce qu'on tourne en rond ? Je n'arrive pas à comprendre
pourquoi on n'arrive pas d'une manière pragmatique à évoquer les questions écologiques, et en France et ailleurs dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Mais je ne comprends pas. Parce que, je pense, on n'est pas suffisamment pragmatique. Et on est toujours en train de s'abriter dans des grandes postures morales, mais on y arrive idéologiques, de changement du système, etc. Moi, je suis scientifique et donc je me méfie toujours un peu de ces grandes postures morales et idéologiques. Je constate qu'on a très peu de temps pour agir et qu'il faut agir maintenant. Et donc, il faut regarder c'est quoi les leviers à actionner, où est-ce qu'on peut réduire concrètement nos émissions de gaz à effet de serre, où est-ce que ça va coûter le moins cher. Et je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à une vision beaucoup plus pragmatique de cela. Et associer les populations. Associer les populations. Et les entreprises et les municipalités. Moi, quand je vois les grands changements dans la société, j'aime pas quand on dit il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui va dans le bon sens. Je vois la société française qui change. Mais où est-ce qu'elle change? Elle change dans les entreprises, dans les collectivités, dans la société civile. Et les gens sont toujours en train d'attendre trop du gouvernement. Moi, vous savez, gouvernement, moi, vous le savez, je suis né en Belgique. Et donc en Belgique, on passe régulièrement plusieurs années sans gouvernement. Et donc ça permet quelque part de modérer un peu nos attentes par rapport à ce que les gouvernements peuvent apporter. C'est vrai que vous avez souvent, vous êtes souvent privé de gouvernement en Belgique. Et ça change souvent. En plus, ça n'empêche pas la société de tourner. Hein. Mais exactement. Oui, mais c'est terrible ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'eux. Bon, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin du gouvernement. On a besoin d'une administration, etc. Et le gouvernement donne des grandes impulsions. Mais arrêtons de tout attendre du gouvernement. Le gouvernement ne pourra pas remplacer l'action de la société. Et la bonne nouvelle, c'est que je crois que la société se met en mouvement et qu'elle a besoin d'être encouragée plutôt que d'être sans cesse un peu rabâchée avec l'idée que rien ne se fait, qu'on ne va pas y arriver. Moi, je crois qu'on peut y arriver. Merci François Gemenne. Je rappelle le titre de votre livre, L'écologie n'est pas un consensus. C'est aux éditions Fayard. Merci de nous avoir accompagnés. Jean-Jacques Bourdin. Merci de nous avoir accompagnés, André Berkoff.